Dès mon premier voyage à Auschwitz, en 2007, pour faire mon premier film de la trilogie Destruction, Khurban, film qui s'appelle Sonderkommando, j'ai rencontré le site que j'ai rencontré en arrivant à Auschwitz, c'est pas du tout l'idée que je me faisais. Et pour moi, Auschwitz, c'était un camp de concentration, un centre d'extermination. Je savais qu'il y avait à côté du camp principal, le Stammlager, il y avait Birkenau pour les Juifs. Je savais qu'il y avait Monowitz à Auschwitz III, par Primo, par Elie Wiesel, par Jean Hamry. Bon. Mais il y a 3 camps principaux, mais il y a 40 autres camps. Il y a 40 autres camps autour de ces 3 camps principaux. Et surtout, il y a autour de la ville d'Auschwitz 40 km² que les nazis appellent zone d'intérêt, où il y a une grande densité des installations industrielles, agricoles, d'aménagement des territoires et urbanisme, des centres de recherche biologique ou des centres de recherche agricoles. Alors, au fur et à mesure de mes voyages que je fais pour cette première réalisation, puis la deuxième et la troisième, un puzzle a commencé à se mettre en place. Je me suis posé la question à quoi obéissent ces différents sites. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire cette plateforme où je documente lieu après lieu pour avoir une idée plus précise de tout ce qui se déroule, qui fait quoi à Auschwitz. Et à travers ce puzzle, cette mosaïque, permettre aux visiteurs de se faire une idée plus précise par lui-même. Bon. C'est d'autant plus important, il y a une vocation pédagogique et une vocation cinématographique à ce projet, qui est d'autant plus important que la représentation d'Auschwitz, depuis toujours, pose un problème grave et difficile. D'abord parce qu'il n'y a pas des images d'archives pour ce qui concerne la vie quotidienne, et encore moins pour ce qui concerne l'extermination. Alors, on a l'album d'Auschwitz qui montre les gens qui arrivent et qui font un certain chemin jusqu'au pied des crématoires, mais ça s'arrête là. Ça, c'est l'album d'Auschwitz. Il y a l'album de Karl Hocker qui montre un peu le personnel SS en villégiature à Auschwitz. Il y a plusieurs centaines des images, des photographies prises par le Bureau central de la construction qui documente des étapes de la construction d'Auschwitz. Et il y a, en tout et pour tout, 4 images prises par les Sonderkommando qui montrent, à partir de l'arrière du crématoire 5, la cour du crématoire, où de loin on voit la fumée, on voit des Sonderkommando qui essaient d'éviter de ne pas trébucher sur des corps qui sont étalés. Bon, il y a une certaine distance entre... Bon, sont les seules images qui existent de l'extermination, ces 4 images de Sonderkommando. Donc il y a un premier aporie fondamental pour ce qui concerne la représentation d'Auschwitz. Il y a une seconde difficulté majeure pour représenter Auschwitz. Notre langage ne représente pas ce qui s'est passé dans les camps. À savoir que quand une journée commence par un appel de 3-4 heures, qui est un vrai mouroir, être 3 ou 4 heures debout, quand il pleut, quand il neige, si on essaie d'être un quart d'heure, ouvrir l'hiver, un quart d'heure la fenêtre et être debout, on peut se rendre compte qu'est-ce que ça veut dire d'être 3 ou 4 heures. Quand les gens disent la faim, un part de pain, vous voyez, pour nous la faim c'est quand il est déjà 2 heures et qu'on n'a pas déjeuné et qu'on a un creux. Bon, la faim, qu'on n'a pas mangé depuis des jours et des semaines que des rations minimales entre 1200 et 1500 calories par jour,
et qu'on ramasse les épluchures par terre, ou qu'on est prêt à sortir ses prothèses pour une part de pain. Bon, la part de pain, c'est monnaie d'échange à Auschwitz. Donc la faim, ça, le mot, ils ont une dimension dont on ne se rend pas compte. Moi, je pense que c'est la raison principale pour laquelle les anciens, les survivants, les anciens déportés, quand ils parlent, ils disent « vous ne pouvez pas comprendre, c'est inimaginable, c'est irreprésentable ». Parce qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas se faire comprendre. Bon. C'est pas pour autant qu'il faut renoncer à essayer de les faire comprendre et d'écrire les choses correctement, c'est-à-dire pas renoncer. Il y a une troisième difficulté majeure. Elle vient d'une réflexion de Primo Levi. Dans son dernier ouvrage, publié un an avant sa mort, en 1985, dans Le naufragé rescapé, plus correctement I sommersi et I salvati en italien, donc les submergés et les sauvés, il n'y a pas de naufragés là-dedans. Il dit tout ce que je vous ai raconté, et c'est Primo Levi qui parle, pour moi il était très important, c'est lui qui me tient par la main depuis de longues années dans certaines conceptions d'Auschwitz. Eh bien il dit tout ce que je vous ai raconté, c'est quelqu'un qui n'est pas allé jusqu'au bout. Donc il laisse entendre par là que les témoignages qu'on connaît, tous les témoignages qu'on connaît, ils sont circonscrits sur un fragment assez petit de leur expérience personnelle en tant que témoins oculaires de certains faits et pas d'autres. Et en l'occurrence, tout ce qui concerne la destruction et le crématoire, ils ne peuvent rien connaître parce qu'ils n'étaient pas dedans. Vous voyez? Donc, et par définition, les survivants, ils racontent l'aventure de leur survie. Ils ne peuvent pas raconter autre chose. Donc il y a tout un territoire, tout un espace de celui de la disparition qui ne rentre pas dans le champ de témoignage de survivants. Mon propos comporte deux registres. D'une part, il y a les 45 descriptions historiques décrivant chacun des sites. D'autre part, il y a 39 témoignages. La moitié d'entre elles, 19, c'est des témoignages venant des dignitaires nazis, dont 13 des commandants d'Auschwitz lui-même. Les 19 autres, c'est des déportés d'Auschwitz, les victimes, et toutes les catégories de victimes d'Auschwitz. Il y a les Polonais, les prisonniers de guerre soviétiques, les Tziganes, les Juifs et les détenus politiques venant de tous les pays d'Europe, dans leurs proportions respectives. Et il m'importait d'honorer la mémoire de toutes les catégories de victimes dans leurs spécificités respectives. Et enfin, il y a une quatrième difficulté qui n'est pas, elle n'est pas de l'ordre de l'aporie, elle est de notre ordre. Je ne sais pas comment la définir. Quand on parle d'Auschwitz, l'imaginaire de chacun d'entre nous se reporte sur la mort. Bon. Et il y a des moments où on n'est pas en état d'apprivoiser la mort. Bon. Tout simplement, on ne peut pas mettre à quelqu'un sous le nez la mort comme ça, comme on ne peut pas mettre la nudité devant quelqu'un. Bon. Il y a des sujets qu'il faut prendre avec philosophie, laisser les gens apprivoiser quand ils sont disponibles pour ça. Bon, voilà. Donc il y a ces 4 difficultés majeures de représenter, et dans le travail que je présente sur cette plateforme, j'essaie de surmonter ces difficultés-là en montrant lieu après lieu, discipline après discipline, politique nazie menée une après l'autre, l'agriculture, l'industrie, l'aménagement des territoires avec l'urbanisme,
les centres de recherche. Et bien sûr, la vie concentrationnaire et l'extermination, c'est-à-dire tous les sujets qui concernent Auschwitz et ses environs, le complexe dans son ensemble, ils sont abordés lieu par lieu comme un mosaïque, comme un puzzle, où l'internaute, le spectateur peut naviguer selon son désir. C'est une visite virtuelle de l'ensemble d'Auschwitz. Avant qu'il vienne, ils ont une information un peu globale de ce qui est. Et ça peut aider aussi comment regarder les différentes expositions qui existent au musée d'Auschwitz. Auschwitz, c'est un musée aujourd'hui. Et il n'y a que 5% de personnes qui, au-delà de Stammlager, viennent à Birkenau. En général, ils s'arrêtent aux baraques devant. Certains, ils vont jusqu'au crématoire au fond. Et ça s'arrête là. Bon. Or, on peut comprendre parce que ça prendrait plusieurs jours de visiter les différents endroits. Donc, cette plateforme a pour vocation également de donner une idée, de créer une forme d'exigence, donner une idée précise. Je m'adresse à la connaissance avec cette plateforme, parce qu'on ne peut pas ne pas connaître ce qu'on connaît. Donc, malgré toutes les difficultés qu'il y a et tous les apories pour représenter Auschwitz, il y a un certain nombre de choses qu'on peut très bien construire site après site, de manière logique, pour la connaissance, pour pouvoir représenter la disparition dans le premier film, Sonderkommando, et dans les deux qui ont suivi de la trilogie, le premier témoignage et Criminal Doctor, pour retracer le processus dans son ensemble de disparition des gens. Je fais appel à un langage cinématographique qui se passe de la présence humaine à l'image. Et cela fonctionne. Le procédé ici, dans ce projet, pour montrer l'ensemble, l'immense territoire qui représente le complexe d'Auschwitz, il fallait avoir un moyen approprié dont la caméra est tout le temps en mouvement, à des rythmes différents, à des hauteurs différentes, pour amener au spectateur la possibilité d'une immersion, d'y être. Fallait-il aussi créer une relation entre les différents sites pour donner une intelligibilité à la topologie de l'ensemble du complexe. C'est ça le défi de ce projet. Auschwitz, c'est un immense cimetière où il n'y a pas de pierres tombales et il n'y a pas de corps. Et le rite funéraire, qui est le fondement même de toute civilisation, a été bafoué à Auschwitz. D'où l'impossibilité du deuil. Le travail de deuil est impossible, il n'y a pas de corps. Aujourd'hui, avec la disparition des derniers survivants, le problème reste entier. Comment le travail de deuil peut continuer à être fait?